Alors, re-bienvenue pour continuer. Il nous reste deux conférences très intéressantes à voir cet après-midi de Monsieur Jean Arsenault et Monsieur Fabien Liagre. On va commencer avec Monsieur Jean Arsenault, qui est un professionnel retraité de l'Université Laval et qui est producteur agroforestier maintenant qu'il est à la retraite. Et il va nous expliquer un peu comment il a parti ce projet et quels sont les résultats qu'il en tire. Donc, je laisse la parole à Monsieur Jean Arsenault. Alors, merci Justine. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi. Je veux tout d'abord dire un mot de félicitations aux étudiants qui, à chaque année, organisent un colloque à l'intérieur de la Semaine des sciences forestières. Ça vaut une main d'applaudissement. Moi, à chaque début d'année, depuis plusieurs années, il y a quelque chose que je planifie pour le mois de janvier, c'est d'aller passer une journée au Salon de la forêt et au Salon de l'agriculture et de l'alimentation. Et je passe la première demi-journée au Salon de la forêt et l'autre demi-journée au Salon de l'agriculture et de l'alimentation. Disons que j'ai des intérêts aux deux endroits. J'ai travaillé 15 ans, comme je vais vous le dire, j'ai travaillé à la faculté d'agriculture de l'Université Laval et je suis maintenant producteur forestier. Et quand je reviens de cette journée-là, pour moi, ça a été comme un cadeau que je me suis offert. Je reviens énergisé. C'est des étudiants, à chaque année, je suis admiratif devant le dynamisme et je dirais l'intelligence de ces étudiants-là. Puis je me dis, crime, la relève, elle est assurée dans les domaines de la forêt puis de l'agriculture. Ça me fait toujours plaisir d'y aller. Il y a des gens motivés qui sont là, qui nous communiquent leur passion et c'est toujours agréable. Et c'est en plus, c'est tenu de façon professionnelle. Donc, félicitations. Continuez les étudiants, c'est beau ce que vous faites. Bon, comme on l'a dit, je suis un producteur agroforestier. C'est comme ça que je me considère maintenant. J'ai 45 minutes pour vous présenter mon expérience depuis une douzaine d'années en agroforesterie. Je vais d'abord, à titre introductif, vous faire un peu un historique pour qu'on comprenne comment ça se fait que je suis arrivé à l'agroforesterie. Ça s'est pas passé à un moment donné, une soirée, je me suis dit, il y a des possibilités d'avoir des subventions, je m'en vais là-dedans, c'est intéressant. Non, c'est pas du tout comme ça, c'est un long cheminement. Ensuite, je vais vous décrire les étapes de mon projet d'agroforesterie. Par la suite, je vais vous parler des cultures que je fais. Je fais des cultures de plantes médicinales en sous-bois, sous couvert forestier. Je vais vous parler en détail d'une des cultures que je fais parmi les 4 principales espèces de plantes médicinales. Je vais vous parler d'une plante qui est la Lactea grappe noire. Et je vais vous parler d'une autre culture que je fais, qui n'est pas commercialisable parce que c'est interdit de la vendre, c'est une espèce qui est protégée, mais que je cultive quand même pour mon intérêt personnel. C'est l'ail des bois. En Europe, on parle de l'ail des ours, je pense. Avant de terminer, je vais vous faire un bilan après 10 ans d'expérience en agroforesterie. Et pour terminer, je vais vous tirer quelques lignes de mes conclusions. Bon, OK. Justine s'en vient, c'est ce qui va me sauver. Oui, OK. C'est pas que j'ai posé là-dessus. Bon. D'abord, faut dire que quand durant ma jeunesse, j'ai vécu sur une terre. Chez nous, on avait une petite exploitation agricole. La moitié de la terre était en culture, l'autre moitié était en forêt. Et à 5 kilomètres plus loin, on avait une autre terre qui était ce qu'on appelait une terre à bois, où on avait nos réserves de bois. Et je dirais que quand j'ai dû quitter la famille, quitter mon milieu familial pour m'en aller aux études, parce que je demeurais dans une région où il y a l'école secondaire et l'université étaient loin, je demeurais en Gaspésie. Justement, on a parlé de la Gaspésie cet avant-midi. Et quand j'ai dû quitter dans la quinzaine, j'avais un regret, c'était de quitter ce milieu-là que j'aimais beaucoup. J'aimais travailler sur la terre, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, je trouvais que faire un jardin potager puis récolter tout au long de l'été et en profiter tout au long de l'année, c'était quelque chose qui me fascinait.
J'aimais beaucoup aller dans le bois, dans la forêt. Même si j'étais jeune, j'accompagnais mon père. Comme j'étais l'aîné de la famille, j'étais appelé à participer aux travaux. On était une famille de 9 enfants. Et j'ai appris à aimer le milieu naturel, le milieu de la forêt et aussi le milieu de l'agriculture. Ensuite, durant mes études, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait mes études à l'Université Laval en agronomie et j'ai fait une maîtrise dans le domaine de l'économie et de la gestion agricole. Et ma carrière professionnelle, je dirais pour résumer ma carrière professionnelle, les endroits où j'ai passé, j'ai toujours occupé des postes qui venaient d'être créés. J'ai commencé par travailler à l'Institut de technologie agricole de la Pocatière, au même endroit où travaille André Vézina, le dernier conférencier de ce matin. Et là, j'occupais un nouveau poste qu'on venait de créer pour le démarrage d'un nouveau programme qui était gestion et exploitation d'entreprises agricoles. J'ai été là 4 ans et demi. J'étais aussi professeur. Ensuite, je suis revenu à l'Université Laval pour occuper encore un nouveau poste qui était conseiller en formation continue à la Faculté d'agriculture et d'alimentation. Mon travail consistait à développer du perfectionnement pour les agronomes, les professionnels du milieu agricole et alimentaire. Et j'ai terminé ma carrière à l'Université Laval encore dans un nouveau poste qui était au service des ressources humaines, un poste qui venait d'être créé pour développer davantage le perfectionnement et la formation des employés de l'université. Et j'ai pris ma retraite, j'ai quitté ce poste-là pour prendre ma retraite en 2004. Voilà mon parcours professionnel. Une chose à retenir, j'ai toujours aimé les nouvelles fonctions, les sentiers qui n'étaient pas des sentiers battus, les terrains, disons, à défricher. Et quand j'ai décidé de chercher une terre, d'acheter une terre à la fin des années 80, en fin de compte, c'est que je ressentais un besoin de renouer avec mes origines, avec mes racines terriennes. C'est ce qui a été le déclencheur. Et j'avais 3 enfants, et je trouvais que par rapport à l'expérience que j'avais vécue quand j'étais jeune, je trouvais que au niveau éducation, participer aux travaux d'une terre, participer aux travaux agricoles ou forestiers, c'était quelque chose qui était très formateur et très éducatif. Donc, c'est ce qui m'a motivé à chercher une terre, et 6 mois après, je trouvais une petite terre de 6,7 hectares que j'ai achetée immédiatement. Et pourquoi j'en suis venu par la suite à penser à faire des cultures sous couvert forestier? Après une dizaine d'années que je vais revenir au début de ma terre, là, mais après une dizaine d'années que j'ai fait des plantations, dont une plantation de feuillus, de chênes et d'érable à sucre. Après une dizaine d'années, j'avais invité quelqu'un qu'on m'avait dit que c'était un passionné des feuillus nobles et un connaisseur, quelqu'un qui avait fait son doctorat dans le domaine, qui était un chercheur au ministère des Ressources naturelles, qui s'appelle Denis Robitaille. Et il avait passé au moins une demi-journée à sillonner ma plantation. Et à la fin, il me dit, bon, je trouve ça très intéressant. Je trouve que les travaux qui doivent se faire, tu les fais. Il dit, mais il y a une chose. Il dit, pourquoi tu t'essayerais pas de faire de la culture de ginseng et d'hydrasse du Canada? Ma réponse, j'y avais jamais pensé. Ma réponse a été, le ginseng, j'en connais le nom, et l'hydrasse, je savais même pas que ça existait. Mais l'idée est restée. Puis, je me suis documenté. Et ça, c'était en 2000, cette histoire-là. Les arbres, il y avait quand même pas, à ce moment-là, il n'y avait pas encore assez d'ombre pour faire des cultures qui ont besoin d'ombre. Mais quand même, l'année suivante, là, j'avais décidé que je me lançais dans ces cultures-là. J'ai commencé à préparer les espaces entre les rangées d'arbres. J'ai labouré. J'avais un ami qui venait d'acheter un petit tracteur de jardin et puis qui avait une charrue puis qui était anxieux de l'essayer. Ça a été une bonne pratique. On a labouré entre les arbres et on a fait ce que j'ai réalisé cet avant-midi, ce qui s'appelle du cernage racinaire. J'ai appris qu'on avait fait ça. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ensuite, on a passé une herse. J'ai appliqué de la chaux. J'ai fait faire des analyses de sol. J'ai appliqué de la chaux, un peu de compost. Et en 2003, je commençais mes premières cultures. Donc, en 90, l'achat, je peux pas au Québec, quand on parle d'une terre de 6,7 hectares, on ne sait pas si on a affaire à un grand terrain ou à une petite terre. Fait que, en tout cas, moi, je considère que c'est ma terre, 6,7 hectares, ce qui est tout petit au Québec, hein, comme espace forestier, là, c'est une toute petite entreprise.
J'ai acheté ma terre en février. Au cours du printemps, j'ai fait des démarches pour être reconnu producteur forestier. J'avais quand même assez grand pour être reconnu producteur forestier. Et ensuite, une fois que j'ai été reconnu producteur forestier, je suis devenu membre du groupement forestier de Bellechasse-Lévis. Un groupement forestier, l'intérêt à faire partie d'un groupement forestier, on achète une part, c'est une compagnie, on achète une part et ensuite, on peut, avec les spécialistes du groupement, faire un plan d'aménagement forestier. On peut bénéficier des services conseils, des techniciens, des ingénieurs forestiers et avoir un suivi. Ce qui est quand même important, surtout quand on se lance dans des productions qu'on connaît pas beaucoup, c'est important de savoir aller chercher l'information. Et pour moi, devenir membre du groupement forestier, je considère jusqu'à maintenant que ça a été un des bons gestes que j'ai pu poser. Un des gestes heureux. Parce que c'est une façon de s'assurer l'encadrement et aussi de bénéficier non seulement de services conseils, mais aussi de l'aide pour des travaux. Pour des travaux, par exemple, le débroussaillage, etc. Parce que quand on est tout seul, même, moi, c'était pas mon occupation en plein temps, je travaillais, j'avais les samedis disponibles, les fins de semaine, j'avais pas beaucoup de temps disponible, donc ça faisait mon affaire d'être membre d'un groupement forestier. Et dès la première année, on a réalisé un plan d'aménagement forestier. La première année aussi, le groupement forestier a procédé au débroussaillage, au drainage, parce que c'était la terre que j'ai achetée, c'était il y a une bonne partie qui avait déjà été cultivée. Si vous voyez, ça c'est une photographie aérienne. Vous voyez une bande mince qui est encadrée d'un trait, c'est un trait rouge, mais il est foncé, on voit pas de rouge là. Et à droite de cette bande-là, vous voyez une plaque, là, c'est blanc. Ça, c'est un producteur de maïs. Un producteur de maïs qui fait année après année du maïs. Et c'est pas les seuls champs qu'il possède. Ça, c'est des champs qu'il loue. Et il a peut-être 10 fois ces superficies-là en maïs. C'est un éleveur de bovins de boucherie. Donc, la partie qui avait déjà été cultivée de ma terre, c'est celle qui se rend jusqu'à la limite nord là, des champs que vous voyez en blanc. Et le reste, c'est une partie qui était boisée. Une forêt de peu de valeur, c'est un terrain qui est assez bas. Et une forêt de sapins, d'épinettes, d'érables rouges principalement. Mais quand même, depuis que je la possède, j'ai eu le temps de faire... Et il y a beaucoup de cèdres aussi, du tuya occidental. Et donc, j'ai passé pas mal de samedis à faire de l'aménagement dans cette partie-là, à récolter ce qui était moins bon. Et maintenant, c'est quand même une partie de forêt je trouve assez intéressante. Dans l'autre partie, qui était en friche, j'ai fait le groupement forestier le premier été à procéder au débroussaillage, au défrichage de ça. Et la première partie qu'on voit, c'est le premier quart de la partie qui était cultivée autrefois. Le premier quart, c'était encore un champ en foin. Et suite à une analyse, j'avais vu que le sol était un sol intéressant pour faire des cultures, c'était un loam sableux. Et donc là, j'ai décidé que je cultiverais dans cet endroit-là des feuillus nobles. C'est là qu'on a décidé, avec le groupement forestier, de planter des chênes rouges et des érables. J'ai dû argumenter un peu auprès des conseillers du groupement parce que, logiquement, ce qui aurait été planté sur toute la bande qui avait déjà été cultivée, c'était de l'épinette. Pourquoi? Parce que l'épinette, c'est ce qui rapporte le plus rapidement, selon ce que m'avait dit mon conseiller, et que c'est ce qui demande le moins d'entretien. Et comme le groupement s'engageait à faire l'entretien pendant les 10 premières années, les 10 ans du plan d'aménagement, et l'entretien à ce moment-là se faisait avec des machines et des phytocides, c'était un entretien qui coûtait pas cher, qui se faisait rapidement. Le groupement forestier, lui, doit payer sa main-d'œuvre. Et pour la payer, il obtient des subventions du ministère des Ressources naturelles. Tandis que la partie en feuillus, comme on l'a dit ce matin, les feuillus demandent beaucoup de temps pour l'entretien, si on veut avoir une culture de qualité. Et pour l'entretien, c'est-à-dire les premières années, ça demande du temps pour empêcher la compétition herbacée, le foin, tout ça. Après ça, c'est l'élagage, la taille de formation et les subventions qui sont données pour la taille
sont très minimes à comparer avec ce que ça peut coûter en temps. Donc, le groupement forestier ne peut pas faire ces travaux-là. Ils m'ont dit, si tu veux des feuillus, il va falloir que tu t'en occupes. Ben, j'ai dit, je pense que si c'est moi qui est propriétaire, c'est normal que je m'en occupe. C'est l'entente qu'on a fait. Ils ont dit, OK, on va planter des feuillus. Moi, je voulais avoir seulement des chênes. C'était ma demande. On a dit non, on va planter plutôt en alternance chênes et érables à sucre. C'est avec quoi j'étais d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'arboriculture. On voit ici, vous voyez, en haut, bon, vous voyez, il y a des petits, comme des petits tuteurs, des petits piquets, là. C'est la ligne de mes arbres. Ça, c'est la première année, l'année de la plantation. L'année d'avant, j'avais dû labourer parce que le groupement forestier, puis c'est logique aussi, exige que on procède au labour du sol avant de faire une plantation de feuillus. Labour du sol qui quand même ralentit la pousse des mauvaises herbes. Parce que ça, c'était un champ qui faisait 20 ans qui n'avait pas été labouré et il n'avait pas été entretenu. C'était principalement ce qu'on appelle des mauvaises herbes, là, du chien-dent, etc. Donc, on a labouré à l'automne, puis malgré ça, au cours de l'été, le foin poussait presque comme si on n'avait pas fait de travaux l'année d'avant. Ce qu'on a dû faire, cette première année-là, on a fait un désherbage manuel avec mon fils aîné, qu'on voit en bas, qui avait 16 ans. Pour lui, on a passé une semaine à désherber manuellement autour de chaque arbre. On n'a pas désherbé à grandeur, c'est sûr. On faisait un rayon à peu près de ça autour de chaque arbre pour empêcher la compétition herbacée. Parce qu'un chêne, même si ça paraît un arbre solide, une fois qu'il est gros, quand il est jeune, chêne ou érable, ou peu importe les feuillus, ils sont vulnérables à la compétition herbacée. Parce que les mauvaises herbes, ils étaient implantées là avant eux autres. Leur système racinaire est formé. Et donc, c'est important qu'il n'y ait pas de compétition herbacée pour la croissance des arbres. Et deuxièmement, s'il n'y a pas d'herbe, s'il n'y a pas de foin qui est accumulé durant l'hiver, les rongeurs vont être moins portés à aller nuire à notre arbre, à aller faire de l'annelage autour du tronc de l'arbre. Parce que les rongeurs, les mulots, pour se nourrir, quand ils manquent de nourriture l'hiver, ils vont chercher à manger de l'écorce des jeunes arbres. Il faut éviter ça. Moi, j'ai procédé au désherbage manuel durant 2 ans avec mon fils. Je trouvais que c'était une bonne école pour lui. Il trouvait ça, au début, il trouvait ça pas trop encourageant. C'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant comme travail. J'avais fixé seulement une exigence ou une demande. J'avais dit, je te demande juste de persévérer jusqu'à la fin. Je te demande pas d'aller vite, etc., d'avoir du rendement. Essaye de persévérer jusqu'à la fin. Le vendredi, le travail était fini, puis Olivier était encore là. Fait que j'étais bien fier de lui. Puis je pense que ça a été une bonne école pour lui aussi. Donc, ici, à votre gauche, vous avez un chêne de 2e année. Et à droite, ça commence à la 3e ou à la 4e année. On dit que les feuillus, souvent les gens me disent, un chêne, ça pousse pas vite. C'est vrai qu'après 1 an ou 2, ça prend un petit peu de temps avant que le système racinaire s'implante. Mais une fois que les racines sont implantées, c'est fantastique comme un chêne rouge en tout cas. Les autres chênes, je les connais moins, j'en ai quelques-uns, mais les chênes rouges, c'est fantastique comme un chêne peut pousser vite. À côté de ma plantation de feuillus, j'ai ma plantation d'épinettes. Et actuellement, mes chênes et érables sont au moins le double en hauteur de mes épinettes. C'est vrai que les épinettes, à leur décharge, là, ont été plantées sur un terrain un peu plus bas. Le sol est moins propice. Mais quand même, c'est pas vrai qu'un chêne, ça pousse pas vite. Mais il faut l'entretenir. Et je pense qu'il va pousser d'autant plus vite que s'il y a une bonne taille de formation. Vous voyez, bon, j'ai mis différentes photos pour montrer au fur et à mesure la croissance. Quand même, ça va assez vite. Vous voyez qu'il y a des tuteurs à côté de chaque arbre. Pourquoi j'ai mis ça là? Les arbres sont pas attachés sur les tuteurs. C'est que ça, c'est un champ. L'hiver, il s'accumule beaucoup de neige. En tout cas, on est dans une région où il y a quand même au moins 1 mètre de neige. Là. À ce temps-ci, il approche 1 mètre de neige. Et parfois, quand il pleut l'hiver ou qu'il y a des conditions que la neige est mouillée, la neige va être portée à exercer une pression sur l'arbre. Et ça peut casser des branches ou faire plier l'arbre et des fois le casser. Quand il y a un tuteur à côté, j'ai l'impression que c'est le tuteur qui fait la job bien souvent. C'est le tuteur, la neige va s'accrocher dessus, puis l'arbre est beaucoup moins vulnérable. Puis deuxièmement, le tuteur, son autre fonction, c'était que quand les arbres sont tout petits à travers le foin, ben ils sont faciles à repérer quand il y a un tuteur à côté.
Si vous vous demandez, tu fais de la protection contre les gros ravageurs, les chevreuils, des choses comme ça? Non, aucune protection, puis j'ai pas eu de dommages non plus. Parce que, vous avez remarqué sur le plan tout à l'heure, c'est une bande de terre qui est étroite, puis de chaque côté, il y a une maison. Donc, les chevreuils, eux autres, comme il y avait grande forêt en arrière, il y avait suffisamment grand pour aller manger, tout ça, il n'y avait pas besoin de venir manger dans ma plantation de feuilles. Puis après un certain temps, ben, quand les arbres ont été assez hauts, ben là, il était trop tard, les chevreuils, ben, il n'y avait plus rien à manger là-dessus, c'était trop haut. Et, bon, là, la dernière photo à droite en bas, les arbres ont environ 8 ans, je croirais. Ici, où je suis photographié à côté à gauche, c'est à peu près ça en 97-98. À droite, c'est sans doute en 99. Là, c'est mon deuxième fils, François. Quand j'ai acheté, il était trop jeune pour travailler, mais après 10 ans, il était assez grand. Il venait m'aider à élaguer, puis il a participé lui aussi aux travaux. Et ça a été pour lui aussi une bonne école. Et soit dit en passant, quand on travaille autant à l'entretien d'arbres, on mentionne que c'est beaucoup de travail entretenir des arbres, oui. Mais moi, je considère ça comme la préparation d'un avenir ou de l'investissement pour l'avenir. Pas l'investissement en termes financiers, parce que les feuillus, quand il y a des gens qui me demandent même pourquoi tu travailles autant, c'est pas toi qui vas récolter ça, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Puis ces autres personnes-là qui vont récolter, si je le veux, ça peut être mes enfants. Et c'est ce qui va être le cas. Je vais le donner en héritage. Puis moi, je considère que c'est un beau patrimoine à léguer. C'est toi qui l'as façonné, ce patrimoine-là, de A à Z. C'est une terre que j'ai achetée qui appartenait pas à la famille, c'est d'autres personnes qui l'avaient cultivé pour l'agriculture. Donc, le travail qu'on fait, quand on va tailler un arbre à 10 mètres de haut, faut penser qu'on le fait pour l'avenir, pour avoir un bel arbre qui va profiter à d'autres plus tard. Et si mes enfants, et peut-être mes petits-enfants qui en bénéficient, ben, pour moi, ça a une valeur, puis pour moi, c'est une motivation. Bon. Donc, là, je reviens, je l'ai mentionné tout à l'heure. En 2000, ben, quelqu'un m'a lancé l'idée d'essayer les plantes médicinales sous couvert forestier. 2001-2002, j'ai fait l'analyse de sol, j'ai épandu du compost, de la chaux, j'avais fait une analyse de sol. Bon, quand même, le taux de matière organique était quand même assez élevé dans mon sol, mais j'en ai quand même ajouté un peu. Le pH aussi était assez bon, j'ai quand même ajouté un peu de chaux. Et j'ai procédé au labour et au herçage. Et aussi, bon, une autre chose intéressante aussi que m'avait suggéré le spécialiste des feuillus nobles, Denis Robitaille. Il m'avait suggéré, il dit c'est beaucoup de travail tailler tous les arbres, surtout la taille de formation en hauteur. Mais il m'avait dit éventuellement tu pourrais songer à marquer les arbres que tu juges qui vont rester, les arbres d'avenir, et tailler en hauteur, faire les tailles de formation principalement dans ceux-là. Donc, on réduit le travail parce que on sait qu'une plantation comme ça, sur 0,7 hectares, j'avais au début 950 arbres. Maintenant, il en reste 600. Mais tailler 950 arbres, quand même, ça demande, imaginez, on taille chacun, on fait de l'élagage des branches plus bas, on va couper des fourches à une dizaine de mètres, 8 mètres, 10 mètres, c'est quand même du temps, puis du travail, puis de l'énergie aussi, c'est exigeant. Là. Ça prend quelqu'un en forme pour faire ce travail-là. Donc, à chaque année, je fais de l'élagage, de la taille de formation. Et en 2003, là, c'était le bon moment. Moi, je prévoyais débuter ces cultures-là comme projet au moment où commencerait ma retraite. J'ai commencé ma retraite en 2004. J'ai fait mes premières implantations de plantes médicinales à l'automne 2003 pour avoir du travail pour le début de ma retraite. Et donc, j'ai établi mes premières parcelles avec un rotoculteur. On ameublit la terre. Et ensuite, j'ai fait des plates-bandes arrondies. Et j'ai préparé une coupe de 100 mètres carrés où j'ai introduit du ginseng, de lactée à grappe noire, que vous voyez en fleurs ici, de l'hydrase du Canada, qui est à l'arrière-plan. C'est pas au premier plan, là, vous savez bien que c'est du... c'est quoi ça? Un sabot de la Vierge, c'est ça? À l'arrière-plan, vous voyez une plate-bande d'hydrase du Canada. J'ai introduit aussi de la sanguinaire. Sanguinaire qui est une plante indigène, qui est une plante qui poussait très bien dans la vallée du Saint-Laurent. Maintenant, il y en a beaucoup moins.
les colonies où il y en avait, quand c'est pas déboisé, maintenant, ça a tellement été récolté qu'il en reste plus beaucoup. Maintenant, c'est une plante protégée. On ne peut plus la récolter en milieu naturel. Et le ginseng, comme je le mentionnais. Bon. De toutes ces plantes-là, celle qui était la plus significative pour moi quand j'ai commencé, puis avant de commencer, c'était le ginseng. C'était la plante médicinale en culture dont on parlait le plus, qui semblait dont on vantait les mérites pour être payante, etc. Et dans mon cas, jusqu'à maintenant, j'en ai pas encore vendu. Et je ne vois pas là où je vais en vendre. Les premières années, ça a été catastrophique. Le taux de germination était très faible. Et, pour différentes raisons, je dirais principalement un manque d'expérience. C'est une plante, c'est de mes 4 cultures dont je viens vous parler, c'est la seule qu'on démarre à l'état de graine. Seulement. On ne part pas ça au rhizome, là. Et les graines, les plantules sont très fragiles. Et la graine, elle, quand elle est semée, il faut qu'elle reste humide. Il faut pas que la terre s'assèche trop. De préférence, il faut mettre un paillis. Moi, c'est pas en forêt, moi, c'est pas dans une érablière. C'est dans une plantation de feuillus. Et de chaque côté, il y a pas de haie brise-vent. Le vent souffle là-dedans. Mais les arbres sont élagués, le vent souffle. Les feuilles sont transportées. Et s'il n'y a pas de feuilles dans une érablière, les feuilles vont être portées à rester au sol. Donc, à former un tapis qui protège les plantules ou les graines. Tandis que chez nous, il peut y avoir des grandes parties de plate-bande qui sont désertes. Je mettais pas de paillis. Maintenant, je mets de la paille que j'achète chez un producteur et ça protège. Dans le temps, j'en mettais pas. Et au printemps aussi, un autre obstacle. Au printemps, il peut arriver qu'il y a étant donné que j'ai du chêne, vous connaissez le chêne, vous savez que le chêne a des feuilles qui sont épaisses et qui sont difficiles à décomposer. Décomposer une feuille de chêne, ça prend plus qu'1 an. Donc, ça forme des tapis. Quand il se forme un tapis de chêne au sol à une place, puis ça donne que c'est sur une plate-bande de ginseng où il y a eu des semis, ben au printemps, il faut enlever ces feuilles-là. Sinon, la plantule, quand elle germe, quand elle veut pousser, elle va jaunir, elle va s'étouffer. À un moment donné, si tu enlèves tes feuilles, tu vois que tiens, une petite plantule toute jaune, toute faible, puis qui fait plus rien après. Donc, probablement, c'est à cause de manque d'expérience que ça n'a pas fonctionné avec le ginseng. Maintenant, les plants adultes de ginseng que j'ai, et dont je récolte les graines et que je ressème, sans aucun traitement, sans stratification. Je ressème, j'ai un très bon taux de germination. Je sais maintenant comment procéder. Et je pense que dans 5, 6, 7, 8 ans, je pourrai avoir des belles plates-bandes de ginseng. Pour le reste, je considère que les succès, que j'ai obtenu beaucoup plus de succès avec les 3 autres plantes dont je vous ai parlé. Depuis 2005, c'est-à-dire j'avais commencé mes cultures en 2003, et en 2005, j'ai des plantes qui ont produit des graines, qui ont fleuri, qui ont produit des graines, dont la sanguinaire, l'hydraste et l'acté. Et j'ai fait mes premiers essais de semis. Là encore, évidemment, j'ai à peu près pas de connaissances dans ces domaines-là. Faut apprendre qu'il y a certaines graines qui ne germeront pas le printemps suivant. On sème à l'automne, et le printemps suivant, il y a rien qui émerge. Ça veut pas dire qu'il y a rien qui se passe. Souvent, ils vont germer au cours de l'été, ils vont développer une racine, et au printemps suivant, la racine est là, ils vont faire une tige, et c'est là qu'on va voir nos plants émerger. Dans le cas de l'acté, c'est le cas. Tu sèmes ça à l'automne, et 2 printemps après, on voit nos plantes qui émergent. Dans le cas de la sanguinaire, il y a 50% des graines qui vont germer le printemps suivant, et l'autre 50% va germer 2 printemps après. L'hydraste, la germination se fait l'année suivante. Pour le ginseng, c'est la même chose, ça prend 2 ans. Mais les graines de ginseng qu'on achète, elles ont été traitées et elles vont germer le printemps suivant. Donc, c'est toutes quand on veut faire de la culture, c'est des choses qu'il faut savoir au départ. Et des choses que j'ai apprises par moi-même, parce que peut-être si j'avais lu plus, je l'aurais su, mais quand même, il y a très peu de gens qui font, à ma connaissance, il y a très peu de gens qui cultivent ces plantes-là, l'acté, la sanguinaire, l'hydraste, à partir de semis. C'est surtout à partir de rhizomes, parce que moi, quand j'ai démarré mes cultures en 2003, j'avais acheté des rhizomes, sauf les graines de ginseng, et des rhizomes des rhizomes avec plusieurs bourgeons par plant et avec des racines. Tu coupes tes rhizomes en sections, pourvu qu'il y ait un bourgeon et quelques racines.
tu plantes tes sections, et c'est comme ça que le plan va démarrer. Et les plants qui vont démarrer à partir de rhizomes, selon mon expérience, sont dès la première année après, vont être plus vigoureux parce qu'ils partent quand même d'un certain système racinaire que les jeunes plants qui vont partir au semis, à la graine. Bon, chaque année, depuis 2003, j'ai ajouté des nouvelles parcelles. Jusqu'en 2006, je m'approvisionnais, j'achetais mes semences, mes rhizomes ou mes graines, je les achetais de l'extérieur. Et à partir de 2007 plutôt, j'ai commencé à récolter mes premières, les plates-bandes que j'avais faites en 2003, j'ai commencé à les récolter, à les diviser et à les replanter. Faut dire qu'en 2006 aussi, j'ai commencé à faire une éclaircie de ma plantation de feuillus. 2006, ma plantation avait à ce moment-là 15 ans. Et après avoir consulté mon conseiller du groupement forestier, on a décidé que ça pouvait être le temps de commencer. Normalement, selon les critères du groupement forestier, on aurait dû commencer un peu plus tard. Mais moi, étant donné que il était important que mes plantes aient de l'ombre, je voulais pas faire trop de percées dans ma plantation. J'y allais avec une éclaircie plus modérée, si vous voulez. Et puis, j'ai commencé en 2006 et je fais d'éclaircies à chaque année. Avec le bois récolté, il y a deux produits que j'obtiens. Il y a mon bois de chauffage. Et avec les branches, qui sont trop petites pour faire du bois de chauffage, je me loue un déchiqueteur et je fais du bois raméal fragmenté, ce qu'on appelle le BRF, que j'étends autour de mes arbres. Donc, ça revient au sol. Bon, donc je le disais, en 2007 et 2011, j'ai établi des nouvelles plates-bandes à partir de mes plants récoltés ou à partir des semences que j'avais. En 2008, c'est là que j'ai commencé à vendre mes premières quantités de rhizomes que je récoltais. C'était une petite quantité. Vous voyez dans la boîte de mon pick-up les fruits de ma récolte que je vends à... Et aussi, il faut le dire, oui, je ne l'ai pas mentionné, mes produits ne sont pas destinés à la transformation. Étant donné qu'au Québec, il y a un certain nombre de producteurs qui commencent à s'intéresser à ces cultures-là et qui veulent en implanter dans leurs érablières, mais là, c'est un bon temps pour vendre des semences. Donc, je vends pour la multiplication, pour d'autres producteurs qui veulent démarrer des cultures. Et non pour la transformation. Exception il peut arriver qu'il y ait un herboriste ou deux à chaque année qui va me demander qui va vouloir acheter une petite quantité pour sa transformation. Bon. En 2012, là, on arrive à la fin des étapes. L'an dernier, je vous ai dit que j'avais une surface en feuillus de 0,7 hectares. L'an dernier, je complétais toutes les superficies étaient occupées soit par des cultures, des plates-bandes de plantes médicinales, soit par des allées que j'avais réservées pour circuler entre mes rangées d'arbres. Donc, ça a pris de 2003 jusqu'à 2012. Ça s'est fait graduellement. Évidemment, vous voyez là que j'ai pas investi un gros montant au début pour implanter 1 hectare. J'ai fait ça graduellement. Et puis, je suis content d'avoir procédé comme ça parce qu'avec le peu d'expérience que j'avais, et considérant les erreurs qu'il est possible de faire quand on n'a pas d'expérience, ça aurait peut-être été un échec d'avoir commencé gros au départ. Bon, évidemment, chaque année, il y a des travaux qui sont récurrents. L'élagage et taille de formation, c'est à chaque année que ça revient. J'imagine que tout le monde ici connaisse la différence entre élagage, taille de formation. Oui. L'élagage, c'est dans le but d'obtenir du bois sans nœuds. Hein? On enlève les branches près du tronc, surtout dans le bas de l'arbre. Et la taille de formation, comme le mot le dit, c'est pour donner une bonne forme à l'arbre. Mettons qu'à un moment donné, il y a une fourche, tu t'organises pour garder la partie de l'arbre qui est la tige la plus droite, et l'autre partie, tu la coupes. Parce que si tu gardes la fourche, tu vas voir tout de suite que le diamètre du tronc va réduire énormément dès qu'il y a une fourche. Si on veut avoir une bille qui garde son diamètre le plus longtemps possible, qui n'a pas de nœud, donc qui va avoir une bonne qualité à la vente, l'élagage est important.
est important, et la taille de formation aussi. Mais la taille de formation, c'est ce qui est le plus exigeant à mon avis, parce que c'est là qu'il faut monter le plus haut. Et ici, vous voyez que il y a peut-être 7-8 personnes qui sont dans des arbres et à côté. Je dois mentionner que, justement, c'est suite à une visite au Salon de la Forêt, il y a 5-6 ans de ça. J'avais rencontré, toujours au même endroit, il y a un groupe de professeurs du Centre de formation professionnelle Fierbourg, qui sont des professeurs en arboriculture, et qui viennent faire des démonstrations, comment on monte avec des câbles, tout ça, puis expliquent pour faire du recrutement. Ils ont des étudiants avec eux. Puis là, en jasant avec eux autres, j'avais découvert qu'il y avait besoin de sites forestiers pour pratiquer la taille avec les étudiants et que je leur ai parlé de ma plantation. Ils ont dit oui, on n'est pas habitué d'aller dans des plantations. D'habitude, on va soit en ville, dans des parcs ou sur des terres forestières. Ils ont dit ça nous intéresserait. Puis presque à chaque année, ils reviennent avec des groupes d'étudiants. Bien sûr, c'est des apprentis, c'est des gens, quand ils arrivent la première journée, bien souvent, ils n'ont jamais coupé une branche d'arbre. Faut qu'ils apprennent. Pour ça, je les envoie, je leur demande d'aller dans la partie épinette, dans la partie conifère, où c'est moins grave s'il y a une erreur qui se fait. Et habituellement, après une demi-journée, ils sont en mesure de venir dans les feuillus. Et ils apprennent à monter dans les arbres et ils apprennent aussi à faire de la taille. Et ce qui consiste pour moi une aide précieuse, parce que maintenant, moi, je monte plus dans les arbres. Là. J'ai fini, ça fait à peu près 5-6 ans. Je l'ai fait un bon bout de temps, mais je trouve que c'est un peu une tâche qui est un peu difficile. Surtout qu'il y a des étudiants qui peuvent venir. Moi, ça me fait bonne affaire. Puis pour l'école, pour les étudiants aussi. Ils vont revenir cette année au mois de fin février, début mars. Évidemment, dans les travaux annuels récurrents maintenant, chaque année, j'ai de la récolte de plantes à faire. Préparation de nouvelles plates-bandes, des semis, plantations, etc. Et vous voyez ici sur la photo une petite remorque remplie de roches. C'est une terre, un loam sableux, mais qui est rocheux aussi. C'est pas nécessairement un désavantage. Les roches, ça favorise l'aération du sol. Et aussi, quand on prépare une plate-bande puis qu'on enlève les roches, c'est un très bon matériau pour améliorer le chemin de ferme. La roche, en tout cas à mon sens, pour un chemin de ferme, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un matériau local. Il y a très peu, aucune empreinte écologique pour transporter ce matériau-là. Ça vient pas de Chine. Et c'est quelque chose que je suis très heureux d'avoir à chaque année des roches pour améliorer mes chemins de ferme. Bon, maintenant on va parler. Il me reste combien? 15 minutes? Combien? Ah, c'est bon, c'est plus que je pensais. OK. Maintenant, on va parler plus en détail d'une plante. La plante, c'est l'Actée à grappe noire. Pourquoi je parle de cette plante-là? Bon, c'est celle pour laquelle j'ai la plus grande superficie. Je pense que c'est ma préférée en termes de rendement aussi, en termes de facilité de culture. C'est une plante que je trouve agressive, qui va se défendre très bien. Que après un an ou une couple d'années, elle va avoir un feuillage qui est très bien répandu, qui se répand très bien, et un feuillage qui fait compétition aux mauvaises herbes aussi, parce que je l'ai pas mentionné tellement, je l'ai mentionné juste au début, mais une fois j'ai établi mes plates-bandes, durant l'été, je devais passer un bon nombre d'heures pour le désherbage, parce que c'était des anciens champs, il restait toujours des semences dans le sol, et il y avait des mauvaises herbes qui faisaient compétition à mes bonnes plantes. Et l'Actée, elle, rapidement, elle forme un bon feuillage, et après ça, il n'y a plus de mauvaises herbes qui se tiennent en dessous du feuillage. J'ai actuellement au moins 350 mètres carrés. C'est pas une grande superficie, là, mais quand même. C'est une plante, et quand on démarre la culture de l'Actée, on le fait à partir de sections de rhizomes. C'est comme ça que j'ai fait les premières années. Et par la suite, mes dernières plates-bandes que j'ai démarrées, c'est à partir de jeunes plants que j'avais obtenu des pépinières que je produis. Une plante qui exige un sol riche en matière organique. C'est une plante que je considère comme très rustique, même si on pousse pas dans notre région à l'état naturel. C'est une plante qu'on trouve à l'état naturel dans le sud-est du Canada et le nord-est des États-Unis. Donc, ça se rend pas ici. Il y en a peut-être un peu dans la vallée de l'Outaouais. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais il est possible qu'il y en ait dans ce coin-là. Mais c'est une plante quand même qui est très rustique ici. C'est une plante qui demande 50% d'ombre.
Les autres plantes que j'ai, le ginseng, l'hydraste, c'est 70 à 75% d'ombre ou 25% de lumière, si vous préférez. Et la sanguinaire, elle, c'est entre 50 et 75% d'ombre. L'actée, c'est elle qui a besoin de plus de lumière. C'est pour ça que mes plates-bandes d'actée, j'essaie de les faire surtout en bordure de ma plantation, sur les côtés, où il y a plus de lumière qui va rentrer. C'est une plante que, selon mon expérience, le rendement que j'obtiens, c'est 3,5 livres au mètre carré. Là, j'ai 2 systèmes dans la même ligne, là. Ce qui représente 19 fois le poids des rhizomes plantés. Ça, c'est après 6 ans. C'est ça, faut le mentionner aussi. C'est des plantes, quand on s'adonne à ces cultures-là, faut être patient. Faut pas s'attendre à avoir des résultats dans l'année même ou l'année suivante. Ça prend quelqu'un qui est pas pressé d'avoir des résultats. Donc, 19 fois le poids des rhizomes plantés. Si vous voulez comparer, par exemple, avec la sanguinaire, cette année, j'ai obtenu un rendement d'environ 2,5 livres du mètre carré, ce qui représente 9 fois le poids des rhizomes que j'avais plantés. L'hydraste, c'est pas mal moins que ça, c'est à peine 1 livre du mètre carré. Par contre, l'hydraste se vend 2 à 3 fois plus cher que l'actée. Au moins 3 fois plus cher que l'actée. Donc, il y a une compensation. Et la sanguinaire, le prix de la sanguinaire que j'obtiens, là, je connais pas tous les prix sur le marché. Sanguinaire, c'est entre l'actée et l'hydraste. L'actée, c'est une plante qui est mature après 5 à 6 ans de croissance. Les principaux usages médicinaux, ben c'est les troubles liés à la ménopause. J'ai parlé un petit peu de sanguinaire. Je voulais faire le focus, je voulais pas prendre trop de temps pour donner des détails sur toutes les autres cultures. J'ai comparé principalement les résultats en rendement par rapport aux autres cultures. Le ginseng, je peux pas vous parler j'ai récolté un rhizome de ginseng jusqu'à maintenant par curiosité, là. Mais ce que je récolte du ginseng, c'est les graines pour les ressemer. Et comme je vous disais, l'année passée, par exemple, j'ai obtenu un taux de germination de 60% pour une plate-bande de ginseng que j'avais, sans aucun traitement pour la germination. Mais c'est après 2 ans après le semis, là. Ce qui est quand même intéressant, je trouve. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une autre plante, qui est une plante indigène ici, qui pousse dans la vallée du Saint-Laurent, qui pousse en Ontario, aux États-Unis, qui se rend un peu à l'est de Québec, qui se rend au Cap Tourmente du côté nord du fleuve et à Montmagny. Son aire naturelle, c'est cette partie-là. Mais c'est une plante qui a souffert d'abus de récolte. Et en 95, on la récoltait puis on la vendait. C'était facile. Mais c'est une plante aussi qu'on trouve dans la vallée du Saint-Laurent et qu'on retrouve principalement dans nos érablières, dans les forêts de feuillus, principalement les érablières. Les érablières et les colonies d'ail des bois se trouvent sur des terres privées pour la grande majorité. Il y en a aussi dans certaines réserves. Donc, les gens qui allaient récolter l'ail des bois le faisaient à l'insu, la plupart du temps, des propriétaires, ce qui est logiquement pas permis. Quand tu vas faire une récolte chez quelqu'un, normalement, quand tu vas sur une propriété privée, normalement, tu demandes la permission. Et le vendait. Et comme c'était une plante qui intéressait, il y avait une fascination pour l'ail des bois. C'est une plante qui a un goût très intéressant. Et les gens en récoltaient le plus possible, sans égard aux dommages qui pouvaient être causés. C'est une plante qui est fragile, qui a un cycle de 7 à 10 ans. Entre le moment où une graine germe et que le bulbe est mature, ça prend de 7 à 10 ans. Donc, c'est facile de faire un ravage assez énorme dans une colonie d'ail des bois. Et pour cette raison-là, en 95, suite à d'énormes pressions qui ont été faites par des gens pour la conservation de la nature et des botanistes, il y a une loi on a décrété cette espèce-là comme espèce vulnérable et l'espèce bénéficie d'une protection juridique. Il est interdit de vendre tout produit de l'ail des bois au Québec, que ce soit le bulbe, les feuilles ou les graines. Avant ça, ça se vendait librement, mais généralement, c'était pas les propriétaires des cultures d'ail des bois qui les vendaient, c'était des gens souvent de Montréal ou, mettons, des agglomérations voisines qui allaient, à l'insu des propriétaires,
faire une récolte et faire une vente rapide. Souvent, malheureusement, ça se vendait l'ail des bois dans le vinaigre, des petits pots d'ail des bois dans le vinaigre. Et quand on récolte, on veut vendre les plus beaux bulbes. Donc, on récoltait, on arrachait une grande taille. Les petits plants, on les jetait. Et ça faisait ça brisait. En fait, moi, je considérais qu'il y avait de très bonnes raisons pour avoir cette loi-là. Maintenant, la loi autorise, depuis 95, la récolte de 50 bulbes par personne par année pour sa consommation, pour la consommation personnelle. On ne dit pas si c'est la consommation pour le manger ou pour le planter. Ça, c'est pas spécifié. Mais généralement, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont le manger. Moi, au début, j'avais ma terre. À un moment donné, l'ail des bois, ça me fascinait parce que chez nous, en Gaspésie, on n'en avait pas. Et c'est une autre plante, comme le chêne, on n'en avait pas. C'est pour ça que j'étais curieux de planter du chêne. C'est quelque chose qui me fascinait. Et l'ail des bois, surtout depuis l'avènement de la loi, c'était une plante qui était devenue encore plus mystique, là. Et à un moment donné, j'ai parlé dans mon entourage que je voudrais faire des essais de culture d'ail des bois. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, qui en récoltait une petite quantité à chaque année, puis qui avait fait dire à la personne que je connais, j'aurais 25 bulbes pour cette personne-là. Et en 97, j'ai eu 25 bulbes en cadeau. L'année d'après, à peu près la même quantité, etc. Toujours à l'intérieur des limites de récolte permises. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je découvre qu'il y avait une colonie d'ail des bois, pas très loin de chez nous. Et je suis allé, puis en plus, c'était sur une terre privée, mais ça appartenait à une grosse compagnie pétrolière, donc je considérais que me donnais le droit d'y aller. Je n'étais pas le seul non plus. Et je récoltais mon quota d'ail des bois pendant quelques années, jusqu'au moment où je considère que j'en avais assez, et que là, à ce moment-là, les plates-bandes que j'avais faites étaient rendues matures et produisaient des graines, et là, j'ai commencé à faire des semis, des pépinières d'ail des bois. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il était intéressant de cultiver l'ail des bois. Actuellement, j'en ai environ 225 mètres carrés. Quand je repique des bulbes d'ail des bois, au mètre carré, j'en plante à peu près 25. Mais après 2 ans ou 3 ans, ces bulbes-là se sont multipliés. L'ail des bois se multiplie de 2 façons, hein. Soit par la division du bulbe, soit par les graines. Les 2 façons sont efficaces. Le bulbe, une fois à maturité, il va se diviser. Il va faire aussi des graines. Les graines d'ail des bois sont comme les graines de lacté ou les graines du ginseng. Ça va prendre 2 hivers avant qu'ils puissent germer. Donc, il faut être patient là aussi. Et la première plantule, le premier été, c'est un petit plant qui est haut comme ça, des petites feuilles fragiles. Mais quand c'est cultivé, ce qu'on peut observer, c'est que par rapport au site naturel, l'ail cultivé se développe plus rapidement, les feuilles vont devenir plus larges. Après une couple d'années, un plant va produire 2 feuilles, puis ensuite 3 feuilles. Et il y a un étudiant en biologie qui est venu l'été dernier, il y avait des petites parcelles d'expérimentation que je lui avais prêtées là, sur ma terre. Et je lui ai demandé d'essayer de faire certaines mesures. Il a dit oui, justement. Il dit, on a des essais qu'on fait. Il y a de l'ail qu'on a semé dans des érablières dans différentes régions du Québec. Et cet été, il faut aller prendre des mesures. C'est de l'ail qui avait 3 ans de végétation, 3e année de végétation. Et moi, j'en avais justement une plate-bande qui avait 3 ans de végétation. Et lui, les mesures qu'il a faites sur ces parcelles, qui poussent en milieu naturel, ils ont été semés et ça a été laissé là, ça pousse comme complètement en milieu naturel. Le diamètre des feuilles des plants d'ail que j'ai était le double du diamètre, en moyenne, était le double de celles qui poussent en milieu naturel. Et moi, j'avais 51% des plants qui avaient 2 feuilles, et sur ces parcelles, il n'y en avait pas encore qui avaient 2 feuilles. Des semis qui avaient été faits la même année. Donc, tout porte à croire que cultiver l'ail des bois, comme les autres plantes, sont dans des conditions qui favorisent leur croissance, et je pense que ça accélère aussi leur maturité. J'ai observé cette année, j'ai lu en quelque part que dans les milieux naturels, un plant d'ail va devenir adulte, va pouvoir produire des graines et se multiplier après 6-7 ans. Moi, j'ai vu cette année sur une plate-bande où c'était des plants d'ail de 4 ans
Et il y en a un certain nombre déjà qui avaient des fleurs et des graines, donc qui étaient prêts à se multiplier. Je pense que du côté du cycle de production et du côté aussi du volume des bulbes, de la taille des feuilles, on gagnerait à cultiver cette plante-là. Bon, au niveau de l'ail des bois, il y a une autre caractéristique que je trouve intéressante, c'est qu'il y a deux variétés. En milieu naturel, il y a deux variétés qu'on a identifiées. Il y a l'ail qu'on appelle l'ail rouge, Allium trichocum, et il y a aussi l'ail blanc, qui est l'Allium burdickii. Vous voyez ici la photo. Ouais, on voit pas les couleurs. Ben non, c'est verdâtre, là. Normalement, sur la photo que j'ai, c'est rose, c'est rougeâtre. Les trois plants de gauche, c'est de l'ail rouge, et les plants de droite, c'est de l'ail blanc. La différence au niveau, bon, il n'y a pas encore eu de recherche pour voir si un se comporte différemment de l'autre. Sauf que moi, j'ai fait des essais de plate-bande seulement d'ail blanc, seulement d'ail rouge. Et le printemps dernier, j'ai observé que l'ail blanc avait tendance à émerger au printemps plus rapidement que l'ail rouge. Après, dans la saison, les deux se rattrapent. Et j'ai l'impression que l'ail rouge va se multiplier, va faire une division du bulbe, une meilleure division du bulbe que l'ail blanc, plus rapidement. Mais il y aurait des mesures à prendre. Et justement, je veux parler à un professeur en biologie qui s'intéresse à l'ail des bois. S'il y avait des étudiants qui voulaient venir prendre des mesures pour voir s'il y a une différence entre une population et une autre, ça pourrait être des données intéressantes pour d'éventuels producteurs d'ail des bois. Puis aussi sur le marché, quelqu'un offre de l'ail blanc, un restaurateur qui offre un repas avec de l'ail, c'est pas permis maintenant, mais si ça venait être permis, il pourrait avoir un intérêt à différencier les deux. Bon. En conclusion, par rapport à l'ail, moi je crois que l'ail des bois pourrait être une culture intéressante advenant une ouverture de la loi. La loi, bien sûr, elle a des bonnes raisons d'être là, sauf que à un moment donné, si on décidait que l'ail qui est cultivé peut être vendu, l'ail qui est cultivé, il ne nuit pas aux populations d'ail sauvages, s'il pouvait être vendu, il y aurait un intérêt sur le marché pour ça c'est sûr. Puis ça pourrait être une façon de mieux valoriser certains sous-bois. Et je pense aussi que la possibilité de vendre des produits de l'ail cultivé pourrait diminuer la pression sur les populations d'ail sauvages. Il suffit d'aller sur Google, d'écrire « ail des bois », puis vous regarderez les commentaires, la quantité de personnes qui sont des demandeurs de graines d'ail des bois, qui aimeraient en faire l'expérience, qui aimeraient en semer dans leur jardin. Ils sont prêts à payer, bien, c'est bien sûr, ils sont prêts à payer, mais c'est interdit de les vendre, ça marche pas. Puis ceux qui voudraient acheter pour un repas au printemps de l'ail des bulbes d'ail des bois, ben l'ail cultivé sans nuire aux populations d'ail sauvages pourrait être intéressant à mettre sur le marché. Moi, c'est ce que je pense. C'est bien sûr que les gens qui ont, à force de travail et de pression, ont réussi à obtenir cette loi-là. Pour eux, c'est important que la loi soit maintenue. Mais je crois qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Une loi, ça peut changer. Et ça pourrait être bénéfique pour les populations d'ail sauvages. On dit que au Québec, il y a 220 sites d'ail des bois à l'état naturel qui ont été identifiés. Ça, c'est il y a une trentaine d'années. Et après un certain temps, on est retourné, puis il y a un certain pourcentage de ces sites-là qui avaient complètement disparu, soit à cause du développement, de la construction ou du déboisement, soit pour d'autres raisons, à cause d'une exploitation trop intensive. Il faut dire aussi qu'au Québec, on a cette loi-là, mais en Ontario, nos voisins, ils n'ont pas une telle loi. L'ail des bois se vend sur le marché. Et vous savez qu'Ottawa, il y a un marché public à Ottawa, on vend de l'ail des bois sur le marché public d'Ottawa. Et Ottawa, c'est tout près de l'Outaouais. Puis l'Outaouais, c'est une très bonne région pour l'ail des bois. On peut se douter qu'il y a une pression qui se fait, qu'il y a des gens qui sont portés à aller pirater de l'ail des bois du côté de l'Outaouais pour vendre ça facilement sur le marché d'Ottawa. Bon, ici, vous avez des photos. En haut à gauche, c'est une photo, c'est une plate-bande d'ail des bois qui est en fleurs. À droite, c'est après quelques semaines, c'est la formation des graines. À gauche, vous voyez, ça avait été parti en semis à la graine. Ça, c'est une talle d'ail des bois qui a à peu près 5 ans. Vous voyez que c'est un bon système racinaire. Pour ceux qui ont déjà vu de l'ail des bois qu'on va récolter en nature,
Les racines sont loin d'être développées comme ça. Les racines, surtout dans la glaise, là, dans l'argile, les racines sont beaucoup moins développées que ça. Et en bas, bon, cet automne, j'avais une plate-bande qui provenait de semis d'ail des bois. Je fais mes semis en ligne et c'est semé, les graines sont semées assez densément. Et à un moment donné, après 3 ans, pour éviter la compétition, j'enlève tous mes bulbes d'ail des bois et je refais ma plate-bande et je les repique à peu près aux 10 cm. Et évidemment, il y en avait toujours plus dans la plate-bande originale que dans ce que je repique. Donc, j'ai pu donner à des amis, à des connaissances, un certain nombre de bulbes d'ail des bois. Puis ça c'est des bulbes de 3 ans. Bon, j'ai mis un stylo à côté pour montrer à peu près la grosseur. Et admettons qu'on pourrait éventuellement vendre de l'ail des bois pour des gens qui veulent partir des productions. Je trouve que ça pourrait être un créneau intéressant, vendre des bulbes de cet âge-là. Ils sont moins gros qu'à l'état adulte, mais ils sont quand même très viables à ce moment-là. C'est facile à replanter, c'est facile à récolter aussi. Ça pourrait être un créneau intéressant. Soit dit en passant, oui? 5 minutes, ok. Soit dit en passant, j'ai évalué à peu près la quantité que j'avais récoltée dans la nature, puis jusqu'à maintenant, ce que j'ai donné en bulbes seulement, c'est au moins c'est de 3 à 4 fois ce que j'avais récolté dans la nature. Donc, je considère que j'ai rendu à la nature, parce que ça va être replanté dans la nature, j'ai rendu à la nature ce que je lui avais emprunté. Et en termes de graines que j'ai données, ben là, ça se compte pas, là, c'est des milliers. OK, on continue. Un bilan après 10 ans. Bon. Au niveau des difficultés rencontrées. Bon, les premières années, étant donné que c'était un ancien champ cultivé, j'ai dû faire face à la compétition des mauvaises herbes. Ça, c'est une contrainte dont il faut tenir compte. C'est sûr que si on part des cultures dans une érablière, la question des mauvaises herbes est beaucoup moins présente. Il y a quand même d'autres plantes qu'il faut éliminer, mais je pense que c'est plus facile à entretenir. Sauf que préparer une plate-bande dans un ancien champ cultivé, j'imagine que c'est beaucoup plus facile que de travailler dans une forêt, dans un sol forestier. J'imagine. Parce que ça a déjà été cultivé, le sol a déjà été travaillé. Deuxième obstacle, bon, les feuilles de chêne, vous en ai parlé tout à l'heure. Troisième obstacle, ben, le manque d'expérience au début avec certaines cultures qui sont plus fragiles, comme le ginseng et l'hydrasse du Canada. Les exigences maintenant et attention particulière, parce que quand on veut démarrer une production dans ces domaines-là, il y a des choses qu'il faut savoir au départ. Pour lacter, par exemple, ça c'est des calculs que j'ai faits, je vous ai pas mentionné. Comme je vous ai dit au début, j'ai fait une maîtrise en économie et gestion agricole. On apprenait à faire des budgets à l'époque, mais je n'avais jamais fait depuis. Là, j'ai dit, tiens, je vais me pratiquer, je vais faire des budgets. Mais pour faire des budgets, il faut calculer les temps de travaux. Et pour calculer les temps de travaux, il faut tenir compte du temps qu'on met pour les différentes parcelles. Donc, je m'amuse à calculer mon temps. J'ai toujours mon calepin ou des petits cartons rigides. Je prends mes notes, je commence une parcelle, je calcule les minutes ou les heures que je mets là-dedans. Et au bout de 5, 6 ans, quand je récolte, ben là, je fais la sommation puis j'évalue. Donc, pour lacter, ça prend près d'1 heure par mètre carré sur un cycle de 6 ans. Le gros du travail, c'est pour la préparation de la plate-bande, puis c'est pour la récolte à la fin. Pour lacter, vous avez vu, on a passé peut-être un peu rapidement, vous avez vu le gros système racinaire qu'un plant lacté a. J'ai un ami ici, justement, qui m'a aidé une année à faire une récolte lactée. J'avais pas d'expérience encore. On s'est rendu compte que c'était pour arracher un plant qui a un système racinaire gros comme ça, puis qui a des bonnes racines, une bonne profondeur. Faut s'y prendre à 2 fois, puis faut y aller prudemment, pas briser la fourche qu'on a, faut pas casser le manche. Donc c'est du travail. Et ensuite, moi je vends mes plants, je vends les systèmes racinaires entiers. Je les vends au poids. Donc faut pas que je vende de la terre avec ça ou des roches. Faut que je les nettoie, faut que je les lave. Ça prend quand même un certain temps. Donc, le gros du travail, c'est pour la plantation et la récolte à la fin. Et entre les deux, ben, c'est l'entretien des plates-bandes, l'ajout de compost, le désherbage, etc. Il y a aussi une exigence qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être disponible à certains moments précis. Je dirais particulièrement quand on fait on produit des plants en pépinière à partir de semis. C'est plus fragile à ce moment-là. Au printemps, si on a une pépinière de ginseng ou de tout plant, même lactique, un petit plant, puis c'est recouvert de feuilles de chêne, inutile, c'est une section qui va être complètement perdue.
puis que les feuilles de chêne restent assez longtemps. Là. Donc, il faut être là au printemps. S'il y a des feuilles, il faut les enlever. Et si on récolte les graines pour faire des pépinières, faut être là au moment où les graines sont à maturité. Seulement pour la sanguinaire. La sanguinaire arrive à maturité. Normalement, les graines, là, ça arrive à maturité la première semaine de juillet. Et puis, les graines de sanguinaire, la sanguinaire, ça appartient à la famille des Papaveracées. C'est dans une gousse qui est à peu près longue comme ça. Et quand les graines mûrissent, la gousse ouvre, et la gousse, elle est en dessous du feuillage. D'abord, on la voit pas. La gousse ouvre et les graines tombent. Donc, quand les graines sont par terre, les graines, c'est des graines de certains diamètres, là, mais quand même, c'est pas facile à récolter quand ils sont en terre, c'est pratiquement impossible. Puis les graines sont un peu humides, sont pas faciles à manipuler et à aller chercher. Donc, faut être là quand la gousse, elle est prête à ouvrir. Quand on voit qu'elle commence à fendre, puis là, pour ça, il y a une période qui varie de 1 à 2 à 3 jours, pas plus que ça. Cette année, je suis arrivé, je pensais que j'étais de bonne heure, je suis arrivé à la fin juin, mais j'avais pas tenu compte que cette année, la saison était presque 10 jours plus tôt. Je suis arrivé à la fin juin, puis il restait à peu près le quart des graines qui n'étaient pas tombées. Donc, j'ai quand même eu suffisamment de graines pour mon semis, là, mais faut être là à des moments précis, il faut être vigilant. C'est un exemple que je vous donne. Puis aussi, une autre exigence, il faut gérer son boisé, parce que c'est des cultures qui se font sous un boisé. On cultive les arbres, je vous ai parlé, on les taille, tout ça, on les entretient. Il faut gérer ces cultures, mais il faut gérer son boisé en tenant compte des besoins des plantes. Je vous ai mentionné que l'acté a besoin de 50% d'ombre, l'hydrasse et tout ont besoin de 75% d'ombre. Il faut s'assurer, quand on fait l'éclaircie, qu'il reste suffisamment d'arbres pour avoir l'ombre qui est requise, qui est nécessaire. Bon, justement, il y a quelqu'un ce matin qui disait la question des producteurs, c'est-tu payant? Ben, je connais la question. Je suis un producteur moi aussi. Je compte pas là-dessus pour vivre. Je fais ça comme principalement par intérêt personnel, puis pour occuper mes loisirs. Mais aussi la question, tu travailles pas non plus pour rien. C'est une question que je me suis posée. Puis j'ai dit sans doute que les étudiants, les personnes qui vont assister à la conférence vont se poser la question aussi. Puisque j'ai comptabilisé les heures de travail que j'ai mis. Je sais combien ça me coûte pour l'implantation, tout ça. Je peux faire un budget. Là, ce que vous avez là, c'est un budget que j'ai fait en 2011. En tenant compte de rendement que j'avais obtenu dans les petites parcelles les années précédentes, en tenant compte aussi du prix actuel pour un producteur qui s'achète ses semences, et en tenant compte le prix à la fin pour la vente, en tenant compte d'un producteur qui vendrait pour la transformation. Moi, je vends pas pour la transformation, je vends des semences pour d'autres producteurs. À ce moment-là, les prix que j'obtiens sont plus élevés, mais quand on présente un budget puis on présente ça à un groupe, généralement, mettons que la production augmenterait au Québec, la plupart des producteurs vendraient pour la transformation. Donc, si on considère un prix à obtenir, il est préférable, je pense, de tenir compte du prix pour la transformation que des transformateurs nous donneraient. Un budget, ça comprend. Un budget, c'est un exercice prévisionnel. On fait des prévisions sur la base d'hypothèses. D'abord, au niveau des frais variables, les achats de rhizomes, 18 livres. Bon, j'ai fait mon budget pour 100 mètres carrés, un cycle de production de 6 ans. Et dans le cas de lacté à grappe noire, c'est 8 plants au mètre carré, ce qui est recommandé. Ce qui nécessite 18 livres pour une superficie de 100 mètres carrés. Le prix sur le marché, cette année-là, c'était 22 $ la livre, d'après ce que j'ai pu vérifier, pour un producteur. Il y a les coûts de la chaux, le coût de la main-d'œuvre. Je vous ai dit tantôt par mètre carré, près d'une heure. Pour 100 mètres carrés, là, ce que j'ai calculé, ce que j'ai évalué, c'était 80 heures. Ça peut être entre 80 et 100, disons, là, pour quelqu'un qui fait un travail intensif comme moi. Quelqu'un qui laisserait ça aller sans trop d'entretien, sans doute les rendements seraient moindres, mais il pourrait avoir beaucoup moins d'heures à consacrer. Et j'ai inclus aussi les frais fixes, parce qu'un budget doit tenir compte des frais fixes, la dépréciation d'équipement, de matériel. Moi, c'est pas mécanisé mon affaire, là. J'ai un VTT pour circuler, transporter ma remorque, tout ça. Puis j'ai des équipements, puis le travail qui est fait, c'est un travail manuel. Donc, ça prend plus d'heures de travail que si on pouvait le faire de façon mécanisée. Total des dépenses, incluant frais variables et frais fixes, ça totalise 1596,50 $.
Les revenus, moi, je me suis basé sur les rendements que j'ai obtenus pour les différentes parcelles que j'ai récoltées. 3 livres et demi au mètre carré, ce qui fait 350 livres au mètre, et un prix estimé pour la vente, pour la transformation de 7 $ la livre, ce qui fait un revenu brut de 2450. Si tu enlèves les frais variables et les frais fixes, c'est 853. Et un autre exercice intéressant, avec les chiffres, on peut sortir plusieurs informations. Ici, si vous enlevez au revenu, c'est-à-dire, si vous enlevez au revenu toutes les dépenses, sauf les dépenses en main-d'œuvre, on obtient un montant qui est de l'ordre de 1800 $. Puis pour 80 heures, ça équivaut à 22,70 $. Pour avoir une idée, là, je pense que un des bons barèmes pour savoir si tu es payant, si tu n'es pas payant, la question à se poser, je travaille-tu pour rien ou pas? Faut pas penser qu'avec une superficie comme ça, on va se lancer avec ça, 0,7 hectares, puis qu'on va vivre avec ça. Moi, je pense que c'est des cycles de production trop longs. J'ai vu un producteur maraîcher l'automne dernier qui donnait une conférence, lui, sur une superficie de 0,8 hectares, maraîcher biologique, là, qui vend des paniers biologiques. Donc, c'est un créneau de marché très, très spécifique. Donc, son produit se vend à un très bon prix. Sur une superficie de 0,8 hectares, il va chercher un revenu de 130 000 $ par année. C'est un type qui a donné une conférence ici à la Faculté d'agriculture l'automne passé. 130 000 pour 0,8 hectares. Mais on pense qu'il fait des cultures maraîchères qui ont un cycle qui est très court. Sur certaines parcelles, il va faire jusqu'à 3 cycles de production dans une année. Donc, c'est pas comparable avec ce que je fais, là. Moi, dans mon cas, soit quelqu'un qui a une érablière, soit quelqu'un qui a une plantation, sur une superficie comme j'ai, là, on peut s'attendre quand même à avoir un revenu un revenu horaire, un salaire horaire qui équivaut à environ 20 $. Donc, je trouve que ça a un certain intérêt. Conclusion. Il reste le temps de faire la conclusion. OK? La culture des plantes médicinales en sous-bois de feuillus nobles nécessite des soins et du temps si l'on veut obtenir une bonne qualité de bois puis des bons rendements avec les plantes de sous-bois. Pourquoi on taille? Pourquoi on fait de l'élagage, la taille de formation? C'est pour avoir une bonne qualité de bois. Sinon, surtout en plantation, les arbres dans les premières années sont en plein soleil. Surtout le chêne rouge, lui, il s'étend quand il est au soleil. Il n'y a pas de compétition entre les arbres, ils sont trop distants. Après ça, il y a une certaine compétition. Puis quand il y a trop de compétition, on élimine certains arbres. Donc, les arbres en plantation, si on veut avoir une bonne qualité de bois, il faut s'attendre à faire de la taille. Il faut être prêt à faire de la taille, à y mettre du temps, si on veut avoir une bonne qualité. Sinon, c'est aussi bien de planter des épinettes, à mon sens. Voyez ici sur la photo, il y a 2 étudiants en biologie. Il y en a un qui était ici ce matin, il a dû quitter avant de dîner. C'est 2 étudiants en biologie qui s'intéressent à la culture de l'ail des bois. Et je leur avais prêté des petites sections pour qu'ils fassent des expérimentations l'été dernier. Et c'en est un de ces 2-là qui a fait des mesures sur l'ail des bois de certaines parcelles que j'ai. Toujours en guise de conclusion, l'introduction et la culture de plantes herbacées sous couvert forestier requiert la connaissance des besoins spécifiques des plantes introduites, besoins en nombre, besoins au niveau du sol, des caractéristiques du sol, le pH, matière organique, éléments minéraux, etc. Requiert une bonne préparation du sol avant l'établissement des parcelles. Parce que si vous voulez avoir de la facilité à travailler, à entretenir vos plants une fois qu'ils sont implantés, il faut avoir fait une bonne préparation du sol avant. Ça requiert des soins appropriés au moment opportun. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Une gestion des arbres qui tiennent compte des besoins des plantes et des plantes qui en dépendent. Et ça demande du temps disponible et de la patience. De la patience parce que souvent, on est dans une société où on veut avoir les résultats rapidement. Quand on se lance dans des cultures comme ça, puis qu'on s'attend à pas avoir de résultats, pas pouvoir faire des récoltes avant 6 ans, mais il faut être patient. Il faut être prêt à y mettre du temps. Il faut travailler dans une perspective à moyen terme. La culture des plantes sous couvert forestier peut être un bon moyen, ça c'est en terminant, de mettre davantage en valeur soit une érablière, soit une plantation de feuillus nobles. Ça peut être un moyen de contribuer à développer une expertise qui peut servir à d'autres personnes. Moi, une de mes satisfactions, ou si vous voulez,
une activité que je trouve valorisante, c'est de recevoir, il m'est arrivé à l'occasion de recevoir des groupes de visiteurs. Ici, sur la photo du haut, vous avez, en 2010, le RESAM, qui est le regroupement des groupements forestiers du Québec, avait tenu son congrès à Lévis, soit à 15 kilomètres de chez nous, de ma terre. Et une de leurs visites qu'ils ont faites, c'était dans ma plantation de feuillus. Ce qui les intéressait, c'est sûr, c'était la culture des arbres, mais aussi les plantes en sous-bois. Ça peut être un bon moyen de contribuer à développer une expertise qui peut servir à d'autres personnes et de bâtir un patrimoine à léguer en héritage. Sur la photo ici, c'est pas mon fils, c'est mon petit. Vous avez vu mes deux fils tout à l'heure. Il y a mon petit-fils que, lui, pour le moment, il s'intéresse beaucoup plus au VTT qu'aux arbres et aux plantes de sous-bois. Vous voyez son intérêt, il est très concentré. Mais quand même, j'ai l'intention de l'initier tranquillement à ce domaine-là, qui est un domaine intéressant où on peut donner des leçons de vie enrichissantes. En terminant, je vous dis merci. La photo, vous voyez là, est-ce que vous connaissez cette plante-là? C'est une sanguinaire. La sanguinaire, je l'ai pas mentionné, c'est une plante qui, dès que la neige fond, va pointer, va faire sa fleur. Et on voit le bouton floral qui est encore fermé. Puis là, vous voyez, si vous avez l'œil exercé, vous pouvez voir qu'il y a des boursouflements de terre. Cette nuit-là, il avait fait moins 8 ou moins 10 degrés. La terre, en gelant, avait un peu boursouflé. Et la plante est là. Puis ça, c'est une nouvelle plate-bande établie. Les autres plants sont pas encore émergés. Là. C'était une des premières. Ça, c'était une des plus braves. Vous voyez le feuillage qui est tout enroulé autour de la tige florale. Vous voyez la belle fleur. Moi, je trouve que c'est... Juste ça, c'est une satisfaction. Quand même, ça serait pas payant, là. Je trouve que c'est quelque chose de beau à voir. Dès le printemps, dès que la neige fond, tu vois ça qui émerge. Puis, c'est très intéressant. Avant de terminer, je voudrais remercier Justine. Parce que, je vous ai félicité au début, tout le monde ensemble, mais en particulier, je voudrais remercier Justine, parce que quand elle m'a demandé si j'acceptais de venir faire une présentation, je lui ai dit que je voulais bien, sauf que je suis pas un adepte de PowerPoint ou des choses comme ça. J'ai jamais travaillé avec PowerPoint. Puis, rendu à 66 ans, je me dis, si j'avais de l'aide, j'ai dit, si j'ai de l'aide pour faire mon montage sur PowerPoint, j'accepte. Elle m'a dit, je m'attendais pas à ce que ce soit la responsable du colloque qui m'aide, mais elle a dit tout de suite, de façon bien généreuse, elle a dit, je vais t'aider, je vais vous aider, moi. Je te remercie beaucoup. Puis même si on était à distance, toi au Pas-de-Calais, moi à Charny, on a travaillé ensemble, puis on a réussi à faire le montage que je viens de vous présenter. Merci beaucoup, Justine. On va essayer de faire très vite deux petites questions. Mais on va vraiment se limiter à deux pour essayer de pas trop... Allô, Antoine Boissé-Gadouri, je suis étudiant en agriculture biologique à Victoriaville. Je voulais savoir, dans ton budget là, de 80 heures, t'inclus-tu toute la taille de tes arbres ou c'est strictement juste les produits forestiers non ligneux? Oui, je vais oublier de vous le mentionner. J'ai pas tenu compte de la taille des arbres. Seulement le travail pour l'établissement des plates-bandes de produits forestiers, de plantes herbacées en sous-bois. Ouais, j'ai pas tenu compte du travail pour la taille des arbres. Ça inclut-tu le rochage puis oui. Le BRF et tout? Pas le BRF, non. OK. Puis le BRF, je l'applique pas sur mes plates-bandes, je le mets autour de mes arbres, des troncs d'arbres. Ouais, c'est une bonne question, ça. Dans quelle zone t'appliques tout ça? À peu près? Comme quel climat? Bon, les zones... tout ce que j'ai pousse dans la région de Québec, là. Je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Saguenay, il se fait des essais. Je pense qu'il y a certains résultats intéressants. Dans la Beauce, il s'en fait. En Gaspésie, je ne sais pas s'il s'en fait jusque-là, de ces cultures-là. Mais comme la sanguinaire, c'est dans sa zone naturelle, c'est ici. Le ginseng, il y en avait dans la vallée du Saint-Laurent. Je pense pas qu'il y en avait jusqu'à Québec, mais il y en avait quand même jusqu'à Saint-Hyacinthe, dans ce coin-là. Vous savez que le ginseng, dans le temps du régime français, il y avait beaucoup de ginseng, puis même les Iroquois utilisaient du ginseng. C'est quand sont arrivés les Blancs, mais pas seulement les Blancs, les pères jésuites, qui, eux, avaient de l'expérience en Asie, savaient que les Asiatiques raffolaient du ginseng, cherchaient à avoir le ginseng.
ils se sont dit, il y a une possibilité intéressante pour faire du commerce. Ils ont engagé, ils ont demandé aux Iroquois de faire la récolte, parce que les Iroquois savaient où était le ginseng. Et ils en ont récolté abondamment. Pas seulement les Iroquois, il y avait des colons blancs aussi qui en récoltaient. Et ils en ont vendu, ils exportaient ça en Asie. Ils ont fait beaucoup de ventes comme ça. Même que les Iroquois connaissaient les propriétés du ginseng. Ils se demandaient entre eux, comment ça se fait que les robes noires qui disent qu'ils n'ont pas de femmes, qui en consomment autant. Ils ne savaient pas que c'était pour vendre, tu sais. Mais c'est ce qui a contribué à piller nos réserves de ginseng qu'on avait. Bon, ça répond juste, c'était une aparté un peu, une excuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean.